Pendant plus de 2 décennies, Benito Mussolini a gouverné l'Italie avec un régime fasciste qui a laissé le pays en ruine. Alors que son peuple souffrait de faim, de répression et de guerre, il maintenait des privilèges avec sa maîtresse Clara Petacci. La distance entre le leader et la population a grandi jusqu'à devenir insoutenable. En 1945, quand la défaite était inévitable, Mussolini a tenté de fuir le pays. Il n'y est pas parvenu. Il a été arrêté avec Petacci par les partisans dans le nord de l'Italie. Il n'y avait pas de marge pour des négociations ni pour des tribunaux. La décision fut rapide, une exécution immédiate qui mettait fin au symbole du fascisme. Pourquoi les partisans ont-ils choisi une exécution sommaire au lieu d'un procès public? Que signifiait pour l'Italie que Petacci partage ce sort? Comment la chute de Mussolini s'est-elle inscrite comme l'un des actes les plus brutaux de la fin de la guerre? Le rugissement noir, la naissance du pouvoir fasciste. Benito Amilcare Andrea Mussolini est né en juillet 1883 à Predappio, une petite localité du nord de l'Italie située dans la région d'Émilie-Romagne. Il provenait d'un foyer humble de la classe ouvrière. Son père, Alessandro, était forgeron et défendait des idées socialistes radicales inspirées par des figures comme Karl Marx et Giuseppe Garibaldi. Sa mère, Rosa Maltoni, était institutrice dans une école primaire et pratiquait un catholicisme strict. De cette combinaison surgit une influence décisive qui a façonné le jeune Benito. L'agitation politique héritée du père et la discipline autoritaire transmise par la mère. Durant sa jeunesse, Mussolini a montré un tempérament violent et conflictuel. Il a fréquenté plusieurs écoles catholiques, mais a été expulsé à plusieurs reprises pour un comportement agressif. À une occasion, il a attaqué un camarade avec un couteau, ce qui a entraîné son expulsion définitive d'un internat salésien. Malgré cette inclination à la confrontation, il a démontré une capacité pour l'écriture et l'oratoire, des qualités qu'il a cultivées avec soin et qui deviendraient de plus tard ses principaux outils politiques. Après avoir terminé des études qui l'habilitaient comme enseignant, il a brièvement exercé dans des écoles rurales, bien qu'il ait rapidement abandonné l'enseignement pour se consacrer à l'activisme. En 1902, il émigra en Suisse, évitant ainsi le service militaire obligatoire. Là, il se joignit à des cercles d'exilés socialistes et anarchistes, participa à des manifestations et à des grèves et fut arrêté à plusieurs reprises par la police suisse. Pendant cette période, il lut attentivement des penseurs comme Friedrich Nietzsche, Georges Sorel et Vilfredo Pareto, dont les théories sur la violence, l'action directe et les élites politiques marquèrent profondément sa pensée. Il retourna en Italie en 1904 pour accomplir le service militaire et par la suite, il intensifia son engagement politique à travers le journalisme. À partir de 1909, il a collaboré avec des journaux socialistes à Trente, un territoire alors sous domination austro-hongroise. Ses écrits attaquaient ouvertement la monarchie des Habsbourg, ce qui a conduit à des emprisonnements et à l'expulsion de la région. En 1912, il a été nommé directeur du journal Avanti, l'organe officiel du Parti socialiste italien. Depuis cette position, il a transformé le journal en un outil puissant de propagande défendant les grèves, l'agitation ouvrière et un discours antimilitariste. À ce moment-là, il était considéré comme l'un des dirigeants les plus prometteurs du socialisme italien. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale a radicalement modifié sa trajectoire. Le Parti socialiste a maintenu une position neutraliste, mais Mussolini a rompu avec cette ligne et a défendu l'intervention de l'Italie. Il soutenait que le conflit pouvait se transformer en une opportunité révolutionnaire et nationaliste. En novembre 1914, il a été expulsé du parti. Il a alors fondé le journal Il Popolo d'Italia, financé par des secteurs industriels italiens et par le gouvernement français, intéressé à entraîner l'Italie dans la guerre aux côtés de l'Entente. Depuis ces pages, il défendait l'interventionnisme et le nationalisme. En 1915, l'Italie déclara la guerre à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Mussolini s'engagea volontairement et combattit comme sergent sur le front alpin. En 1917, il fut blessé dans un accident avec un mortier et mis hors service. L'expérience dans les tranchées renforça sa vision de la violence comme moteur de transformation sociale et de la discipline militaire comme modèle idéal d'organisation politique. Avec l'armistice de 1918, l'Italie a été confrontée à une crise profonde.
Le pays avait sacrifié des ressources et des vies, mais les traités de paix n'ont pas accordé les récompenses territoriales promises, ce qui a généré la perception d'une victoire incomplète. À cela se sont ajoutés l'inflation, le chômage et l'agitation sociale croissante. Entre 1919 et 1920, on a vécu le Biennio Rosso, marqué par des grèves générales, des occupations d'usines et des soulèvements paysans inspirés par la révolution russe. Les élites économiques craignaient un effondrement de l'ordre libéral. C'est dans ce climat que Mussolini fonda en mars 1919 les Fasci Italiani di Combattimento. Le mouvement rassembla d'anciens combattants, des nationalistes radicaux et des secteurs désenchantés par le parlementarisme. Son programme était ambigu, avec des propositions sociales apparemment progressistes mélangées à un discours ultranationaliste. La marque de fabrique du groupe fut l'utilisation systématique de la violence politique. Ces militants, connus sous le nom de chemises noires en raison de leur uniforme, menèrent des attaques contre les syndicats, les coopératives et les sièges socialistes. Ces actions bénéficièrent de la tolérance, voire du soutien, des autorités locales et des entrepreneurs. Lors des élections de 1919, le mouvement a obtenu des résultats insignifiants. Cependant, le contexte de violence et la faiblesse du gouvernement libéral ont permis à Mussolini de croître politiquement. En 1921, il a réorganisé les faisceaux en le Parti national fasciste, et la même année, il a été élu député. L'alliance avec les libéraux et les conservateurs lui a donné une légitimité parlementaire, tandis que les chemises noires continuaient à affaiblir ses adversaires dans les rues. Le moment décisif arriva en octobre 1922. Après des semaines de troubles et de grèves, les fascistes planifièrent la marche sur Rome comme démonstration de force. Bien que les colonnes mobilisées fussent réduites et mal armées, le contexte politique favorisa la manœuvre. Le gouvernement de Luigi Facta demanda au roi Victor Emmanuel III de déclarer l'état de siège, mais le monarque refusa, craignant une guerre civile et la déloyauté de l'armée. Le 29 octobre, le roi chargea Mussolini de former un nouveau gouvernement. Le leader fasciste arriva dans la capitale en train et fut désigné Premier ministre à 39 ans. Dès lors, il entama un processus graduel de concentration du pouvoir. Au début, il maintint une façade parlementaire, mais après l'assassinat du député Giacomo Matteotti en 1924, crime lié à des militants fascistes, il décida d'avancer vers la dictature ouverte. En janvier 1925, il proclama officiellement le régime fasciste. Depuis ce moment-là, il a consolidé sa figure comme il duce. Il a interdit les partis d'opposition, limité la liberté de presse, instauré une censure généralisée et renforcé l'appareil répressif par l'Organisation pour la surveillance et la répression de l'antifascisme. Il a démantelé les institutions démocratiques et établi un système de partis unique. La propagande exaltait son image constamment, tout en lançant de grands travaux publics et des campagnes de mobilisation sociale. Le fascisme s'est présenté comme une alternative radicale face au libéralisme et au socialisme, basée sur le nationalisme extrême, la discipline et la subordination à l'État. En moins d'une décennie, Mussolini était passé d'agitateur socialiste marginalisé à dictateur absolu de l'Italie. Son ascension fut le produit de la violence organisée, d'alliances avec des secteurs puissants et de la manipulation du mécontentement social qui suivit la Grande Guerre. Désir interdit. Clara Petacci aux côtés du dictateur. Clara Petacci est née à Rome en février 1912, au sein d'une famille aisée aux convictions catholiques fermes. Son père, Francesco Saverio Petacci, exerçait comme médecin lié à la Cité du Vatican, ce qui conférait aux siens une position sociale distinguée et un accès privilégié aux cercles ecclésiastiques. Sa mère, Giuseppina Persichetti, provenait également d'un milieu bourgeois conservateur. Clara a grandi entourée de discipline, d'une éducation soignée et d'une stabilité matérielle, des conditions qui lui ont permis de s'intégrer naturellement dans les espaces culturels et sociaux de la haute bourgeoisie romaine. Dès son plus jeune âge, elle montrait une inclination marquée pour la religiosité et l'obéissance, à une époque où l'Italie connaissait des changements politiques et sociaux accélérés après la consolidation du régime fasciste. Pendant l'adolescence, Clara a développé une admiration intense pour Benito Mussolini, dont la figure était omniprésente dans la propagande officielle.
Le Duce apparaissait quotidiennement dans les journaux, les actualités et les affiches, projeté comme symbole de force nationale et leader incontesté. Malgré sa jeunesse, Clara a commencé à lui écrire des lettres au ton fervent, où elle exprimait une dévotion absolue. Lorsque, en 1926, Mussolini a survécu à un attentat à Rome, Clara, âgée de seulement 14 ans, a écrit une missive dans laquelle elle exprimait son désir d'avoir été présente pour le protéger. Cet épisode révèle que, dès très tôt, elle concevait le leader fasciste non seulement comme un référent politique, mais aussi comme une figure personnelle idéalisée. Le premier contact direct a eu lieu en 1932. Clara voyageait avec sa mère et sa sœur vers la côte d'Ostie, lorsqu'elle reconnut Mussolini lui-même au volant d'une voiture de sport rouge. Elle le suivit jusqu'à la plage et parvint à échanger quelques mots avec lui. Cette rencontre fortuite a rapidement évolué en une relation plus étroite. Quelques semaines plus tard, Clara fut reçue au palais de Venise, siège du gouvernement fasciste à Rome, où le dictateur accordait des audiences et d'où il prononçait des discours massifs depuis le balcon. Ce qui avait débuté comme un geste impulsif a fini par devenir un lien qui s'est approfondi de manière continue. En 1934, elle a contracté mariage avec Riccardo Federici, un officier de l'aéronautique militaire. L'union fut brève et conflictuelle, en grande partie parce que la relation avec Mussolini existait déjà de façon parallèle et devenait de plus en plus étroite. En 1936, avec la séparation matrimoniale consommée, Clara est devenue la maîtresse reconnue du dictateur en pleine étape d'expansion impérialiste italienne en Afrique et de rapprochement avec l'Allemagne. Depuis lors, elle est restée à ses côtés jusqu'à la chute finale du régime en 1945. Le lien avec Mussolini donna à Clara et à sa famille des privilèges tangibles. Son père reçut des promotions et des avantages professionnels, assurant des contrats et des patients influents grâce à la proximité avec le régime. Son frère Marcello participa à des affaires favorisées par l'État, protégé des enquêtes gênantes. Sa sœur Myriam trouva accès à l'industrie cinématographique nationale, contrôlée par la machinerie culturelle fasciste. Clara, quant à elle, obtint des résidences, des voitures de luxe et une allocation généreuse qui lui permettait de maintenir un style de vie ostentatoire. L'accumulation de bénéfices autour de la famille Petacci devint avec le temps un exemple visible des excès du pouvoir fasciste et alimenta un ressentiment social qui s'étendit pendant les années de guerre. La relation, cependant, ne se limitait pas à des avantages matériels. Mussolini trouvait en Clara un refuge intime constant. À la différence d'autres relations occasionnelles, avec elle, il trouvait stabilité et compagnie quotidienne. La correspondance privée montre qu'il se tournait vers Clara pour exprimer une fatigue, des frustrations et des plaintes personnelles qu'il ne partageait ni avec sa femme, Rachel Guidi, ni avec ses collaborateurs les plus proches. La communication entre eux était continue, avec des appels quotidiens, même en plein milieu de réunions officielles. Clara représentait pour lui un soutien émotionnel permanent et lui offrait une loyauté sans faille à toutes les étapes de sa vie politique. Bien que son rôle n'ait pas eu de caractère institutionnel, la présence de Clara influençait l'entourage intime du dictateur. Il n'existe aucune preuve documentée de sa participation à des décisions militaires ou à des débats stratégiques, mais sa proximité quotidienne montrait à quel point le pouvoir fasciste était entouré de favoritisme et de privilèges familiaux. Sur le plan symbolique, Clara incarnait les excès d'un régime qui utilisait les ressources de l'État pour satisfaire des intérêts privés et protéger des cercles proches. La projection publique de la relation a été gérée avec discrétion. Mussolini a maintenu son mariage formel avec Rachel Guidi et la propagande officielle promouvait l'image d'une famille traditionnelle, modèle pour la société italienne. Néanmoins, parmi la classe dirigeante et les cercles sociaux de Rome, il était connu que Clara jouait le rôle de compagne sentimentale du dictateur. Les avantages visibles accordés à sa famille se sont finalement infiltrés dans l'opinion populaire, consolidant la perception qu'elle était le symbole évident de la corruption fasciste. Avec l'effondrement du régime en septembre 1943 et la création de la République sociale italienne dans le nord sous occupation allemande, Clara resta fidèlement aux côtés du Duce. À mesure que s'effondraient les structures politiques et militaires et que d'anciens alliés fuyaient ou prenaient leur distance,
Elle l'accompagnait dans ses déplacements et dans ses moments de plus grande vulnérabilité. La détérioration physique du leader et la perte de pouvoir ne modifièrent pas sa décision de rester à ses côtés. En avril 1945, lorsque les troupes alliées avançaient et que les partisans italiens reprenaient du territoire, Mussolini tenta de fuir vers la Suisse avec un convoi de fonctionnaires et de soldats allemands. Clara insista pour voyager avec lui, refusant les avertissements des membres de sa famille et des amis qui lui demandaient de se sauver séparément. Sa détermination à partager le destin du dictateur fut absolue et marqua les événements finaux. Le parcours de vie de Clara Petacci illustre comment une relation personnelle pouvait se transformer en un élément inséparable de la vie politique d'un régime. Ce qui a commencé comme une admiration adolescente est devenu une compagnie intime, constante, avec des implications directes sur l'ascension sociale de toute sa famille et sur l'image publique du fascisme. Sa présence aux côtés de Mussolini, tant dans les années de plus grand pouvoir que dans la décadence, l'a rendu protagoniste involontaire de l'un des épisodes les plus mémorables de l'histoire italienne contemporaine. La chute du colosse, le régime s'effondre. Le régime fasciste de Benito Mussolini a commencé à montrer des signes clairs d'usure vers la fin des années 1930, affaiblissement qui s'est intensifié avec l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale. La politique étrangère expansive, conçue pour projeter l'Italie comme une puissance méditerranéenne, a fini par exposer les fragilités structurelles du système. Les campagnes militaires entreprises, sous la direction du Dux, se sont soldées par des défaites répétées qui, accumulées, ont accéléré l'effondrement politique interne de l'État fasciste. En l'été de 1940, Mussolini a décidé d'intervenir dans le conflit mondial aux côtés de l'Allemagne, convaincu que la guerre serait brève et que l'Italie pourrait obtenir des gains territoriaux avec un effort limité. La première offensive en Grèce, lancée depuis l'Albanie en octobre de cette année-là, a révélé le contraire. Les forces italiennes ont été repoussées par l'armée grecque et ont reculé vers le territoire albanais. L'incapacité à soutenir l'opération est devenue évidente jusqu'à ce que, des mois plus tard, des troupes allemandes interviennent directement et occupent la Grèce. L'épisode a montré la faiblesse logistique et organisationnelle des forces armées italiennes. En Afrique du Nord, la situation n'a pas été meilleure. En septembre 1940, les troupes italiennes ont envahi l'Égypte depuis la Libye, mais ont rapidement été vaincues par l'armée britannique qui a capturé un nombre énorme de prisonniers. L'arrivée de l'Afrika Korps allemand sous le commandement d'Erwin Rommel a temporairement soulagé la situation, bien qu'au prix de confirmer la dépendance totale de l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne pour soutenir la guerre. La défaite définitive est survenue lors de la bataille d'El Alamein en 1942, suivie du retrait général vers la Tunisie et de la reddition des forces de l'Axe en Afrique du Nord. Sur le front oriental, l'Italie a envoyé un contingent qui a fini par subir des pertes dévastatrices. Le corps expéditionnaire en Union soviétique, élargi ensuite à une armée complète, a été anéanti pendant l'hiver de 1942 à 1942-43, au cours des combats associés à la bataille de Stalingrad et à la retraite de la rivière Don. Plus de la moitié des soldats italiens déployés sont morts, ont disparu ou ont été capturés. L'impact de ces pertes sur le moral national a été profond et a encore plus miné la légitimité du régime. Pendant ce temps, le front intérieur se détériorait sans répit. L'économie, fragile depuis avant la guerre, s'est effondrée sous le poids de l'effort de guerre prolongé. Les bombardements alliés ont détruit des installations industrielles et portuaires, affectant gravement la capacité productive et causant des victimes civiles dans les principales villes. La pénurie de nourriture et de carburant est devenue chronique, et le mécontentement s'est étendu aussi bien parmi la population qu'au sein du parti fasciste, des forces armées et de la monarchie elle-même. Le débarquement allié en Sicile en juillet 1943 marqua le coup définitif. L'opération commença le 9 juillet avec un déploiement massif de troupes britanniques et américaines. La défense italienne fut faible et à de nombreux endroits, la population accueillit les envahisseurs comme des libérateurs. Palerme tomba le 22 juillet, confirmant l'incapacité du régime à défendre le territoire national. Face à l'imminence d'un effondrement total, les manœuvres politiques internes s'accélérèrent. Le 24 juillet, le Grand Conseil fasciste s'est réuni à Rome. Pour la première fois en 2 décennies,
La plus haute instance du parti a remis en question Mussolini ouvertement. Dino Grandi, dirigeant et diplomate vétéran, a présenté une motion qui rendait au roi Victor Emmanuel III le contrôle suprême des forces armées. Le vote a été favorable à la proposition, ce qui impliquait un rejet direct de l'autorité personnelle du Duce. Le 25 juillet, Mussolini se rendit au Palais Royal pour informer le roi. Victor Emmanuel l'accueillit froidement et lui annonça sa destitution immédiate. À sa place fut nommé le maréchal Pietro Badoglio. En quittant le palais, Mussolini fut arrêté par les carabiniers et transféré sous garde militaire à un lieu secret. Le nouveau gouvernement de Badoglio a entamé des négociations avec les Alliés et signé un armistice qui a été annoncé publiquement le 8 septembre 1943. L'Italie est sortie formellement de la guerre contre eux, mais le pays a sombré dans le chaos. Les troupes allemandes, préparées à l'avance, ont rapidement occupé une grande partie du territoire, désarmé l'armée italienne et établi un contrôle direct sur les régions stratégiques. Mussolini, toujours prisonnier, a été transféré à plusieurs reprises jusqu'à être détenu à l'hôtel Campo Imperatore dans le massif du Gran Sasso. Le 12 septembre, des commandos allemands sous le commandement d'Otto Skorzeny ont exécuté l'opération Chêne. Utilisant des planeurs, ils ont atterri à côté de l'hôtel, ont surpris la garde italienne et ont libéré Mussolini sans coup de feu. Le dictateur a été emmené en Allemagne, où il a rencontré Hitler. Le leader allemand l'a convaincu de retourner en Italie pour diriger un nouvel État dans le Nord, sous tutelle allemande. Le 23 septembre 1943, la création de la République sociale italienne, avec son siège à Salo, sur les rives du lac de Garde, a été officiellement annoncée. Ce régime fonctionnait en pratique comme un État fantoche, sans souveraineté réelle. Les institutions fascistes ont été reconstruites sur le papier, mais toutes les décisions importantes dépendaient des autorités allemandes. La République de Salo se caractérisa par la répression et la violence politique. La milice fasciste fut réorganisée avec de l'armement allemand et des tribunaux spéciaux furent établis pour punir les opposants et les déserteurs. L'un des procès les plus notoires fut celui de Galeazzo Ciano, ancien ministre des Affaires étrangères et gendre de Mussolini, exécuté par fusillade en janvier 1944 après avoir voté contre le Duce au Grand Conseil. La base de ce régime était exclusivement la présence militaire allemande et l'appareil répressif, sans soutien populaire véritable. Dans cette période finale, Mussolini montrait un profond déclin physique et mental. Son apparence était celle d'un homme vieilli, aux cheveux grisonnants et aux gestes fatigués. Sa capacité de décision était réduite et lors des réunions avec Hitler, il apparaissait subordonné, sans initiative et dépourvu de l'énergie qui l'avait caractérisé dans les années de consolidation. Entouré de méfiance et conscient de la défaite inévitable, il devint chef nominal d'un État en déclin, soutenu à peine par la force d'occupation allemande. Chemin sans retour, la fuite vers la frontière. En avril 1945, la soi-disant République sociale italienne était en état d'effondrement définitif. Le front septentrional s'était effondré sous la pression constante de l'offensive alliée et de l'avancée soutenue des formations partisanes qui contrôlaient une grande partie du territoire. Les communications militaires étaient systématiquement interrompues. Les garnisons fascistes s'effondraient chaque jour et la population civile manifestait un rejet ouvert du régime dans toutes les villes libérées. À Milan, centre industriel et symbole du pouvoir républicain, une insurrection générale a eu lieu le 25 avril. Le Comité de libération nationale a proclamé le soulèvement populaire, a pris le contrôle de la ville et a dicté la reddition inconditionnelle des forces fascistes, ainsi que la peine de mort contre les principaux dirigeants du régime de Salo. Mussolini demeurait à Milan pendant ces journées, installé à la préfecture et essayant de soutenir une résistance qui en pratique avait disparu. Ce même 25 avril, il s'est réuni au siège archiépiscopal avec des représentants du Comité de libération nationale, en présence du cardinal Alfredo Ildefonso Schuster, qui tentait de faire la médiation pour éviter un bain de sang dans la ville. Les délégués de la résistance lui ont présenté une exigence claire, la reddition complète et sa remise immédiate.
Mussolini a rejeté de manière catégorique la proposition, convaincu encore qu'il pouvait négocier avec les commandements allemands ou atteindre le territoire suisse pour se réorganiser depuis l'exil. La réunion s'est terminée sans accord et dans une ambiance de tension évidente. Quelques heures plus tard, il a quitté Milan accompagné de Clara Petacci et d'un groupe restreint de hiérarques qui restaient fidèles au régime. La décision fut de se diriger vers la frontière nord, en suivant la route le long du lac de Côme, avec l'espoir d'atteindre le sol suisse avant que les partisans ne ferment les passages. Il n'existait aucune garantie d'asile à Berne, mais Mussolini espérait obtenir une sorte d'internement politique qui lui permettrait de survivre. Il était accompagné de ministres et de hauts fonctionnaires, parmi lesquels Alessandro Pavolini, secrétaire du parti fasciste républicain, ainsi que des membres de la hiérarchie qui cherchaient à s'échapper. La caravane fut organisée en un convoi de véhicules militaires dans lequel se mêlaient des fascistes italiens et des troupes allemandes en retraite. L'image personnelle de Mussolini pendant cette fuite contrastait radicalement avec la figure imposante qu'il avait projetée pendant des années. Il portait un manteau d'officier de la Luftwaffe et un casque en acier allemand dans l'intention de passer inaperçu parmi les soldats. Son visage était enflé et pâle, ses cheveux grisonnants et ses mouvements révélaient de la fatigue. Ceux qui ont été témoins de ces instants l'ont décrit comme un homme abattu, sans énergie ni espoir, conscient que son destin était pratiquement scellé. Le déguisement militaire tentait de le dissimuler, mais ses traits caractéristiques restaient visibles et son attitude transmettait résignation. Le convoi est parti de Milan en direction de Côme, en suivant la route qui longeait la rive ouest du lac. Le 26 avril, ils ont avancé lentement entre les postes de contrôle improvisés et les rumeurs constantes de combats proches. La discipline parmi les soldats allemands se désintégrait. La plupart ne pensaient qu'à éviter de devenir prisonniers et montraient des signes clairs de démoralisation. Cette nuit-là, la colonne passa la nuit à Côme, tandis que les nouvelles du front confirmaient l'avancée implacable de la résistance. Le matin du 27 avril, le convoi a atteint la localité de Dongo, située sur les rives du lac de Côme, à une certaine distance de la frontière. Là, il s'est heurté à un contrôle établi par la 52e brigade Garibaldi, formation partisane communiste sous le commandement de Pierluigi Bellini del Stel et Urbano Lazzaro. Les partisans avaient sécurisé stratégiquement les accès pour intercepter les dignitaires fascistes qui tentaient de fuir vers la Suisse. Les combattants ont obligé la colonne à s'arrêter. Les Allemands, conscients de leur impossibilité d'ouvrir un passage, ont rendu les armes et ont négocié avec les partisans. La condition était sans équivoque. Les soldats allemands pourraient continuer vers le nord, mais ils devaient remettre les dirigeants fascistes qui voyageaient dans le convoi. Ensuite transférés dans une autre maison dans la localité voisine de Bonzanigo pour plus de sécurité. La nouvelle de sa capture a été rapidement communiquée aux structures supérieures du Comité de libération nationale par radio clandestine. Le message s'est propagé parmi les unités de la résistance dans toute la région septentrionale et a suscité un débat immédiat sur son sort. Certains exigeaient une exécution immédiate comme acte de justice sommaire, tandis que d'autres défendèrent la possibilité de le remettre aux Alliés pour un procès formel. Clara Petacci, arrêtée avec le reste des civils du convoi, demanda à rester aux côtés de Mussolini. Les commandants partisans discutèrent de sa demande et l'acceptèrent finalement, décision qui la lia définitivement au destin du dictateur. En ces dernières heures, sa loyauté absolue fut confirmée et sa figure s'unit de manière inséparable aux événements qui se dérouleraient dans les jours suivants. La Maison du Silence, dernière nuit du DUS. Après sa capture à Dongo le 27 avril 1945, Benito Mussolini a été transporté sous haute surveillance vers le village de Bonzanigo, un petit hameau de la commune de Mesegra, au bord des eaux calmes du lac de Côme. Le choix de cet endroit n'était pas fortuit. Les partisans de la brigade Garibaldi 52 avaient besoin d'un lieu qui combinait discrétion et facilité de contrôle. Bonzanigo offrait ces conditions. Un noyau rural éloigné de la route principale avec des constructions en pierre qui pouvaient être sécurisées sans déployer un grand nombre d'hommes. La maison désignée était une modeste maison paysanne avec des murs épais et des pièces simples, typiques de la région lombarde.
Convertie à l'improviste en prison, elle est devenue le théâtre des dernières heures de l'ancien dictateur. Mussolini arriva escorté par des combattants armés, accompagné par Clara Petacci, qui avait insisté fermement pour rester à ses côtés depuis la capture. La jeune femme refusa de se séparer, bien que certains commandants partisans préféraient la garder en détention à un endroit différent. Après des discussions internes, il fut décidé de les maintenir ensemble, décision adoptée à la fois pour des raisons pratiques de surveillance et parce que sa présence ne représentait pas un risque militaire direct. Le couple fut installé dans une chambre du rez-de-chaussée, gardée en permanence par des gardes qui se relayaient en court tour pour garantir une vigilance constante. Les témoignages de ceux qui montèrent la garde cette nuit-là s'accordent sur un même portrait. Mussolini apparaissait physiquement et moralement vaincu. Il marchait courbé, parlait à peine et passait de longs moments assis en silence, le regard fixé au sol. Sa conduite transmettait un abattement absolu. Il n'a pas tenté de s'échapper, n'a pas prononcé de discours, ni montré de volonté de résistance. Sa passivité était difficile à concilier avec l'image de chef combatif qui, pendant plus de 20 années, avait dominé la politique italienne. Clara, en revanche, se montrait active, pleurait fréquemment et adressait des supplications constantes aux partisans. Elle demandait clémence, défendait la légitimité du Duce et assurait que l'histoire le revendiquerait. Pour les gardiens, ces suppliques étaient sans effet, bien qu'ils toléraient son insistance comme partie inévitable de la garde. Pendant ce temps, à Milan et dans d'autres villes du Nord, la direction du Comité de libération nationale de la Haute-Italie débattait intensément du sort du prisonnier. Par radio clandestine circulaient des positions opposées. Un courant proposait un jugement public avec un procès documenté qui montrerait au monde la capacité de la Nouvelle-Italie à soumettre même un dictateur à des procédures légales. Un autre courant, plus radical et majoritaire parmi les cadres communistes et parmi les dirigeants qui avaient subi la répression fasciste, défendait l'exécution. Une ambiance de tension évidente. Quelques heures plus tard, il a quitté Milan, accompagné de Clara Petacci et d'un groupe restreint de hiérarques qui restaient fidèles au régime. La décision fut de se diriger vers la frontière nord, en suivant la route le long du lac de Côme avec l'espoir d'atteindre le sol suisse avant que les partisans ne ferment les passages. Il n'existait aucune garantie d'asile à Berne, mais Mussolini espérait obtenir une sorte d'internement politique qui lui permettrait de survivre. Il était accompagné de ministres et de hauts fonctionnaires, parmi lesquels Alessandro Pavolini, secrétaire du parti fasciste républicain, ainsi que des membres de la hiérarchie qui cherchaient à s'échapper. La caravane fut organisée en un convoi de véhicules militaires dans lequel se mêlaient des fascistes italiens et des troupes allemandes en retraite. L'image personnelle de Mussolini pendant cette fuite contrastait radicalement avec la figure imposante qu'il avait projetée pendant des années. Il portait un manteau d'officier de la Luftwaffe et un casque en acier allemand dans l'intention de passer inaperçu parmi les soldats. Son visage était enflé et pâle. Ses cheveux grisonnants et ses mouvements révélaient de la fatigue. Ceux qui ont été témoins de ces instants l'ont décrit comme un homme abattu, sans énergie ni espoir, conscient que son destin était pratiquement scellé. Le déguisement militaire tentait de le dissimuler, mais ses traits caractéristiques restaient visibles et son attitude transmettait résignation. Le convoi est parti de Milan en direction de Côme, en suivant la route qui longeait la rive ouest du lac. Le 26 avril, ils ont avancé lentement entre les postes de contrôle improvisés et les rumeurs constantes de combats proches. La discipline parmi les soldats allemands se désintégrait. La plupart ne pensaient qu'à éviter de devenir prisonniers et montraient des signes clairs de démoralisation. Cette nuit-là, la colonne passa la nuit à Côme, tandis que les nouvelles du front confirmaient l'avancée implacable de la résistance. Le matin du 27 avril, le convoi a atteint la localité de Dongo, située sur les rives du lac de Côme, à une certaine distance de la frontière. Là, il s'est heurté à un contrôle établi par la 52e brigade Garibaldi, formation partisane communiste sous le commandement de Pierluigi Bellini del Stel et Urbano Lazzaro. Les partisans avaient sécurisé stratégiquement les accès pour intercepter les dignitaires fascistes qui tentèrent de fuir vers la Suisse. Les combattants ont obligé la colonne à s'arrêter. Les Allemands, conscients de leur impossibilité d'ouvrir un passage,
ont rendu les armes et ont négocié avec les partisans. La condition était sans équivoque. Les soldats allemands pourraient continuer vers le nord, mais ils devaient remettre les dirigeants fascistes qui voyageaient dans le convoi. Les partisans ont procédé à identifier les occupants civils un par un, utilisant des listes et des photographies des plus recherchés. Parmi eux figuraient plusieurs hauts responsables de la République sociale italienne, reconnus immédiatement. Mussolini restait caché à l'intérieur d'un camion militaire portant un casque bien ajusté et un manteau boutonné évitant de lever les yeux. C'était Urbano Lazzaro qui remarqua sa présence. Il observa l'attitude d'un prétendu soldat allemand, de petite taille et de corpulence large, qui évitait de regarder dans les yeux. L'aspect de l'homme était rigide, avec l'expression éteinte de quelqu'un d'épuisé. Lazzaro demanda qu'il enlève son casque, et à ce moment-là, l'identité fut indéniable. Il s'agissait de Benito Mussolini. La découverte provoqua une réaction immédiate parmi les combattants, conscients qu'ils avaient devant eux le principal responsable du fascisme italien. Mussolini n'a opposé aucune résistance lors de son identification. Son silence et sa passivité contrastaient avec les images des années de pouvoir, lorsqu'il apparaissait énergique et gesticulant devant les foules. Il a été conduit sous garde armée dans une habitation à Dongo et sentence de plomb, coup de feu à Mezzegra. Le matin du 28 avril 1945, Benito Mussolini était toujours sous la garde dans la maison rurale de Bonzanigo, surveillée par la brigade Garibaldi 52. À mi-journée arriva Walter Odisio, connu parmi les partisans sous le nom de guerre colonel Valerio. C'était un dirigeant communiste expérimenté, avec des années de combat dans des formations de la résistance du nord de l'Italie et réputé pour sa discipline de fer. Il portait un ordre clair, émis directement par le Comité de libération nationale de Haute-Italie après les délibérations nocturnes. Exécuter immédiatement Mussolini et Clara Petacci, sans permettre de retard ni de procédure judiciaire qui pourrait entraver l'opération. Odisio relata plus tard qu'il avait avec lui l'instruction précise d'éliminer le dictateur par un peloton d'exécution rapide. Dans ses mémoires et déclarations ultérieures, il offrit plusieurs versions de l'épisode avec des nuances différentes selon le contexte politique dans lequel il les racontait. Ce manque d'uniformité dans son témoignage a alimenté des débats historiographiques sur la séquence exacte, bien que le fait essentiel reste hors de discussion. L'exécution a eu lieu ce jour-là et a été dirigée personnellement par lui. Vers midi, Mussolini et Petacci ont été transportés dans une voiture réquisitionnée, une Alfa Romeo rouge, escortés par des combattants armés de mitraillettes et de pistolets. Le trajet entre Bonzanigo et Giulino di Mezzegra fut bref, à peine quelques kilomètres longeant la route provinciale qui borde le lac. La destination finale était Villa Belmonte, une résidence privée située en périphérie, reconnaissable à son portail en fer forgé et son mur en pierre. Les partisans avaient choisi ce point pour des raisons tactiques. C'était un tronçon isolé, protégé par une végétation dense, où les coups de feu pouvaient passer inaperçus et où il était possible d'exécuter l'ordre rapidement, réduisant le risque d'intervention des troupes allemandes en retraite. Les versions sur ce qui s'est passé à Giulino diffèrent dans des détails importants. Selon Odisio lui-même, en arrivant devant la villa, il a ordonné à Mussolini et à Clara de descendre du véhicule, les a placés devant le mur et a annoncé la sentence au nom du peuple italien. Il a affirmé avoir utilisé une mitraillette française, masse 38 de calibre 9 mm, arme capturée à des unités ennemies, avec laquelle il a ouvert le feu à courte distance. Dans d'autres reconstitutions, Odisio a indiqué qu'avant de tirer, il a lu une condamnation formelle énumérant les crimes de Mussolini pendant le régime fasciste et sa responsabilité dans la guerre. Selon cette version, le dictateur aurait répondu par une phrase brève « Visez le cœur ». Après ces mots, Odisio aurait tiré la rafale finale. Une variante alternative soutient qu'il n'y a pas eu de lecture de la sentence ni d'échange verbal. Selon ce récit, Clara se serait jetée sur Mussolini dans une tentative instinctive de le protéger au moment où Odisio levait l'arme, s'agrippant à lui dans les secondes précédant la décharge. Les projectiles ont touché les deux de manière simultanée, provoquant la mort immédiate de Petacci aux côtés du dictateur. Le partisan Aldo Lampredi
qui accompagnait Audisio dans l'opération, a laissé un témoignage moins élaboré. Selon son récit, l'ordre a été exécuté sans discours ni formalisme. La voiture s'est arrêtée, les prisonniers ont été descendus et on a procédé à tirer. Cette version coïncide avec Audisio dans l'essentiel, bien qu'elle omette des éléments dramatiques comme la supposée phrase de Mussolini ou le geste de Clara. L'autopsie pratiquée à l'Institut de médecine légale de Milan le 30 avril 1945 a confirmé que Mussolini a reçu au moins 9 impacts de balles, dont 4 dans la région thoracique, compatibles avec des tirs à courte distance d'une arme automatique. Clara présentait plusieurs projectiles dans l'abdomen et la poitrine, suffisants pour causer la mort immédiate par hémorragie. Les rapports médicaux montrent qu'ils ont tous les deux été atteints en même temps et qu'ils sont décédés sur le coup, sans possibilité d'assistance. Il existe des doutes quant à l'utilisation d'armes supplémentaires, en plus du MAS-38. Certains témoins ultérieurs ont affirmé qu'après la première rafale, des pistolets ont été tirés pour assurer le résultat. L'existence de plus d'impacts que ce qui correspondrait à une brève. Rafale alimente cette hypothèse, bien que les preuves balistiques ne permettent pas de l'établir de manière concluante. La rapidité de l'opération, suivie immédiatement par le transfert des corps vers Milan, a favorisé l'apparition de théories alternatives au cours des années suivantes. Certains auteurs ont suggéré que Mussolini aurait pu être exécuté dans un autre endroit et que sa mort aurait ensuite été mise en scène à Giulino. D'autres ont suggéré que le responsable n'était pas Audisio, mais un autre partisan. Aucune de ces hypothèses n'a été confirmée par des preuves documentaires solides, et la majorité de l'historiographie s'accorde à dire que l'exécution a eu lieu devant le portail de la Villa Belmonte dans l'après-midi du 28 avril. Une fois le téléchargement effectué, les partisans ont vérifié la mort des prisonniers, ont placé les corps ensanglantés dans la voiture et ont entrepris le retour. Le transfert était destiné à Milan où les autorités de la résistance avaient décidé d'exposer publiquement les cadavres. Ils cherchaient ainsi à montrer à la population que le régime fasciste était arrivé à sa fin de manière irréversible et que le principal responsable ne pouvait plus exercer de pouvoir ni devenir un symbole de résistance. L'exécution à Giulino di Mezzegra a représenté la culmination d'une chaîne de décisions initiée la nuit précédente à Bonzanigo et lors des réunions du Comité de libération nationale à Milan. C'était une mesure conçue comme un acte d'urgence militaire dans le contexte de la guerre encore en cours. Il ne s'agissait pas d'un procès judiciaire, ni d'un jugement formel, mais d'une exécution sommaire destinée à éliminer immédiatement tout risque de sauvetage ou d'utilisation politique de la figure de Mussolini. Clara Petacci, en restant à ses côtés jusqu'au dernier instant, est devenue inextricablement liée à ce dénouement, devenant ainsi la victime directe de la même décision qui cherchait à clore de manière définitive l'expérience fasciste en Italie. La place des morts, spectre du fascisme pendu. Après l'exécution à Giulino di Mezzegra, les partisans ont agi avec rapidité militaire. Les corps de Benito Mussolini et Clara Petacci ont été placés à nouveau dans la voiture qui les avait conduits au lieu d'exécution, avec les cadavres de dignitaires fascistes exécutés dans d'autres opérations simultanées. Le convoi est parti vers Milan à l'aube du 29 avril de 1945, traversant des localités où la nouvelle de la mort du dictateur circulait déjà par des rumeurs transmises par le bouche à oreille. La certitude que le Duce était tombé se répandait parmi les civils, les combattants et les voisins avant même que les restes ne soient arrivés à la capitale lombarde. Aux premières heures du matin, les partisans décidèrent d'emmener les corps au Piazzale Loreto, un lieu chargé de symbolisme. Là, en août 1944, 15 combattants de la résistance avaient été fusillés publiquement sur ordre allemand et leurs corps exposés comme avertissement. Choisir le même espace pour montrer maintenant Mussolini et ses collaborateurs représentait un renversement historique délibéré. Le lieu de l'humiliation de la résistance se transformait en scène de vengeance symbolique contre les responsables du fascisme. À l'aube, les cadavres furent déposés sur le sol poussiéreux de la place. En quelques minutes, voisins et passants commencèrent à se rassembler. La foule grandit rapidement jusqu'à réunir des centaines de personnes qui déversaient insultes, coups et crachats sur les corps inertes. La figure de Mussolini fut la principale cible de la colère accumulée.
Mais Clara Petacci, bien qu'elle n'ait pas occupé de poste politique, subit le même traitement en raison de sa proximité avec le dictateur et de la perception qu'elle symbolisait la corruption du régime. Photographies prises par des correspondants alliés et par des civils montrent des scènes de violence collective. Pierres lancées contre les corps, tirs effectués à bout portant sur des un cadavre déjà mutilé et coups de pied assénés sans pause. Le visage de Mussolini est devenu progressivement défiguré. Ces images ont circulé immédiatement dans la presse internationale et sont devenues des documents emblématiques de la chute du fascisme. Pour empêcher que la foule ne détruise complètement les restes, les partisans ont décidé de les suspendre à la structure métallique d'une station-service située au coin de la place. Avec des crochets et des cordes, ils ont attaché les pieds de Mussolini, Petacci et d'autres dignitaires, les suspendant en position inversée. Ce geste protégeait les corps de la manipulation directe et, en même temps, les exposait de manière visible à tous les présents. Le symbolisme était évident. Celui qui avait dominé l'Italie depuis les balcons élevés apparaissait maintenant pendu la tête en bas comme un déchet humain devant le peuple. Le souvenir des 15 fusillés de l'année précédente a transformé le Piazzale Loreto en un lieu de mémoire inversé. Les familles des victimes sont venues assister à la dégradation publique de ceux qui avaient soutenu le régime. Pour la population locale, la scène représentait une justice rétributive. Pour les observateurs étrangers, le spectacle semblait excessif. La réaction de Winston Churchill, reprise plus tard dans ses mémoires, reflétait cette ambivalence. Il jugeait compréhensible l'exécution dans le contexte de la guerre, mais considérait l'outrage ultérieur comme politiquement contre-productif. La nouvelle est également arrivée à Berlin. Adolf Hitler a été informé le 29 avril, un jour avant son suicide. En apprenant le sort de Mussolini et Petacci, il a réaffirmé sa décision de faire incinérer immédiatement son propre corps après sa mort, afin d'éviter que son corps ne soit exposé à la honte publique, comme cela s'était passé à Milan. Après plusieurs heures d'exposition, les forces américaines, déjà présentes en tant qu'autorité militaire dans la ville, ont ordonné de retirer les cadavres. Ils ont été transportés à l'Institut de médecine légale où des autopsies ont été pratiquées. Dans le cas de Mussolini, le rapport a confirmé de multiples impacts sur le thorax, cohérents avec l'exécution à Giulino. Par la suite, le corps a été enterré de manière anonyme au cimetière majeur de Milan sous un numéro d'enregistrement destiné à empêcher les pèlerinages politiques. Cependant, en 1946, un groupe de militants néofascistes réussit à exhumer clandestinement le cadavre et à le cacher pendant plusieurs mois dans différentes localités. L'épisode, connu sous le nom de vol du cadavre, obligea le gouvernement à le récupérer par des opérations de renseignement. Une fois récupéré, le corps fut déposé secrètement dans le couvent capucin de Cerro Maggiore, où il resta en secret absolu pendant plus d'une décennie. En 1957, après des années de pression familiale et de débats politiques, le gouvernement a autorisé la remise des restes aux Mussolini. Le dictateur a finalement été enterré dans la crypte familiale de Predappio, son village natal en Émilie-Romagne. Depuis lors, la tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les sympathisants néofascistes et les curieux, surtout à des dates marquantes comme la marche sur Rome ou l'anniversaire de sa mort. Predappio a acquis un rôle ambigu dans la mémoire italienne. Pour certains, c'était un espace de culte anachronique. Pour d'autres, un rappel gênant de la persistance du mythe fasciste. Au cours des décennies, les autorités ont débattu de la possibilité de restreindre l'accès ou de transformer la localité en un centre d'études critiques. Aucune de ces propositions n'a arrêté le flux de visiteurs, et Predappio est resté marqué comme un lieu symbolique de l'héritage du dictateur et de la mémoire conflictuelle du fascisme dans l'Italie républicaine.